chaque groupe social, chaque territoire aujourd'hui a son propre rêve américain. La gauche radicale tricolore a importé tout son logiciel idéologique et conceptuel des campus américains. Aujourd'hui, la moindre préfecture ou sous-préfecture de France a son quartier sensible. Le niveau de violence augmente, le moindre gang va être armé. Cette corruption qui va affecter des fonctionnaires de police, des agents pénitentiaires, des élus locaux ont passé des accords occultes avec ces forces criminelles. Aux grandes dames de la gauche radicale et révolutionnaire française qui travaille nuit et jour à la fameuse convergence des luttes, l'identification ne s'est pas produite et il n'y a pas eu de convergence des luttes. L'individu s'autonomise de sa matrice religieuse, puis de ses appartenances philosophiques, idéologiques, familiales. On voit quelque chose qui était resté immuable, complètement volé en éclats. Alors la France change, tout le monde le perçoit, mais alors, à quelle vitesse, à quel point et dans quel domaine? Alors ces questions font l'objet du livre de Jérôme Fourquet, Métamorphose française aux éditions du Seuil. Jérôme Fourquet, bienvenue. Bonjour, merci. Alors ce qui est frappant dans votre livre, on va y revenir dans le détail, c'est l'ampleur des changements que la France a vécu ces dernières décennies. Est-ce que nous sommes en train de vivre la fin d'un cycle culturel ou est-ce qu'on en a déjà commencé un nouveau sans même nous en rendre compte? Alors, le propos de ce livre, c'est pas de dire que la France était restée totalement figée et immuable. On avait déjà connu énormément de bouleversements, de transformations. On pense à la Révolution française, qui était pas une petite affaire, la Révolution industrielle, même les 30 Glorieuses. Mais ce qui nous frappe dans les décennies que nous venons de vivre, c'est à la fois l'ampleur de ces transformations, mais aussi leur caractère multiple. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les facettes de la société, de la vie humaine ont été concernées par ces transformations. Alors, est-ce qu'on est déjà dans autre chose? L'avenir nous le dira. Moi, je parle de métamorphose. Donc, une métamorphose, c'est quand même un changement d'état. Et on voit que cette France qui est sortie de la métamorphose diffère quand même très singulièrement de ce que nous connaissions il y a ne serait-ce que 40 ou 50 ans. Alors parmi les grandes évolutions, il y a le déclin du catholicisme. Alors c'est extrêmement marquant. Alors, ça va mieux en voyant les images, en voyant les graphiques, on se rend compte qu'en effet, la France s'est décatholisée. Je ne sais pas si on peut employer le terme. Déchristianisée, oui. Déchristianisée, ce sera mieux en effet. Est-ce que c'est le plus grand changement que la France a affronté ces dernières décennies depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, à peu près? Alors, c'est peut-être pas le plus grand changement. En tout cas, il a induit derrière d'autres métamorphoses et d'autres transformations en cascade. Parce que c'était quand même un soubassement très profond de la société française, même si bien évidemment, dès la libération, beaucoup de Français ne se reconnaissaient pas dans le catholicisme, mais ce qu'on essaie de montrer dans ce livre, c'est à la fois le déclin de la pratique et de la croyance, mais également de tout un univers et un référentiel culturel, avec le prénom Marie qui a perdu beaucoup de sa visibilité, par exemple, des grandes fêtes religieuses dont on ne connaît même plus la signification. Et puis, quand on creuse encore davantage, on voit que derrière tout ça, c'est même, on va sans doute y revenir, le soubassement anthropologique qui, lui, était resté indemne au travers de toutes les époques qu'on a évoquées précédemment, qui, à son tour, du fait de cette déchristianisation, va se mettre à se modifier en profondeur. Je pense notamment aux structures familiales, le déclin d'une institution comme le mariage, la pratique du baptême des enfants. On va y revenir peut-être sur le rapport au corps, les rites funéraires, toute une série d'éléments, d'invariants qui étaient très fortement liés à cette vieille matrice judéo-chrétienne et qui, à la suite de cette dislocation, eh bien, ces indicateurs se sont mis, ou ces paramètres se sont mis eux aussi à évoluer très, très rapidement et de manière assez spectaculaire. Si je prends juste l'exemple, par exemple, de l'institution du mariage, prenons l'exemple d'une institutrice qui aurait commencé sa carrière au début des années 80. Elle avait dans sa classe un enfant sur 10 dont les parents n'étaient pas mariés. Ce qu'on appelait, déjà à l'époque on ne l'appelait plus trop comme ça, mais les enfants illégitimes, historiquement, des parents qui n'étaient pas mariés. Quand elle est partie en retraite en 2015 ou 2020, sa dernière classe était composée aux 2/3 d'enfants dont les parents n'étaient pas mariés. Donc en une carrière, on voit quelque chose qui était resté immuable, qui a complètement volé en éclats.
Comment on explique justement ce déclin? Qu'est-ce qui en a été le moteur? Alors, dans la déchristianisation, comme sur ce type de pratique, je pense qu'un des principes actifs est la poursuite du processus d'autonomisation des individus, de l'émancipation de l'individu qui trouve ses racines dans une partie des élites françaises au moment des Lumières, puis la Révolution, et par un long processus historique, l'individu s'autonomise de sa matrice religieuse, puis de ses appartenances philosophiques, idéologiques, familiales, territoriales, où l'individu devient de plus en plus un électron libre qui, dans tous les compartiments de sa vie, va vouloir pratiquer son libre arbitre, ne pas forcément se plier à des règles préexistantes. Et donc, on voit que ce principe actif, en fait, explique quand même pas mal, pas toutes, mais pas mal des métamorphoses françaises. Il y a, par exemple, l'immigration ne joue pas un jeu fondamental pour vous, dans l'équation. Dans ces métamorphoses françaises, on parle notamment de la question de l'immigration, qui est un sujet majeur pour comprendre les transformations de la société. De la même manière, on a tout un chapitre sur le changement de modèle économique, comment on est passé d'une économie de la production à une économie de la consommation. Qu'il s'agisse de ce changement économique ou du phénomène migratoire, c'est assez compliqué de le relier au phénomène d'autonomisation de l'individu. Hein. On est d'accord. Donc, ce que je disais en introduction, c'est ce qui caractérise, de mon point de vue, la période que nous avons vécue, c'est la concomitance de transformations qui sont de nature très différentes les unes des autres. Et je ne les hiérarchise pas forcément, mais c'est encore une fois la concomitance et la convergence de ces transformations qui ont abouti à un paysage sociologique, culturel qui est quand même assez radicalement transformé. Cette individualisation, alors paradoxalement, il y a un vide et on voit qu'il y a l'écologie, la montée en puissance de l'écologie. Vous parlez des sciences occultes, chamanisme notamment. Est-ce que c'est pas parce que justement il y a une religion dominante qui décline que d'autres formes de religion apparaissent? Vous pourriez parler aussi du déclin du communisme, vous en parlez également. Oui, alors on parle, nous, d'un nouveau paysage spirituel, en ce sens que, comme vous l'indiquiez, la nature horreur du vide, et donc on a eu l'effondrement de la vieille Église, qui était là quand même depuis assez longtemps en France, et qui rendait des services sur le plan spirituel et psychologique à de très nombreux Français. Or, cet effondrement de l'institution catholique ne s'est pas accompagné de la disparition des questions existentielles qui continuent de travailler ou de tarauder bon nombre d'entre nous. Quand on fait des sondages, alors ce ne sont que des sondages quantitatifs et c'est pas évident de sonder par du oui ou par du non sur ce type de sujet, mais on a à peu près un Français sur deux qui nous dit que les questions sur le sens de sa vie, de l'existence d'une vie après la mort, d'une transcendance, tout ça l'intéresse et le questionne. Sauf que historiquement, quand tout ça vous intéressait, vous questionnez, il n'y avait qu'à traverser la rue, comme dirait un futur président de la République, et on avait des réponses, et on avait un cadre qui permettait de prendre en charge une partie de ces réflexions et de ces interrogations. Aujourd'hui, ce réflexe-là n'est plus de rigueur, n'est plus de mise, et donc face à ce vide laissé béant, alors même que la demande, si l'on peut parler ainsi, existe encore, eh bien, il y a de nouvelles offres qui se sont développées. Donc, on peut parler sur le plan spirituel du succès des églises évangéliques, par exemple, mais ça va être également l'essor du bouddhisme, du yoga, alors le yoga qui peut être une pratique uniquement corporelle ou sportive, mais qui a aussi une dimension spirituelle ou philosophique pour un certain nombre de ses pratiquants. On pourrait parler aussi du développement personnel ou de manière plus exotique encore de l'importation de rituels néo-chamaniques ici en France, sans même parler du succès tout à fait spectaculaire de la psychanalyse, de la psychologie. Et quelque part, on peut se dire que la séance chez le psy a remplacé le bon vieux confessionnal. Voilà.
Et ce qui est d'ailleurs étonnant et surprenant, c'est que finalement ces nouvelles sciences, ces nouvelles religions, on va dire spiritualité, on sent qu'il y a un retour de cette spiritualité chez les jeunes. Comment on l'explique? Est-ce que c'est finalement les jeunes ont toujours été plus attirés par ces spiritualités-là, quelles que soient les générations, ou c'est spécifique à cette génération? Alors c'est pas évident de se prononcer. On peut cependant faire l'hypothèse que c'est dans ces jeunes générations que la distance avec la vieille matrice judéo-chrétienne est la plus grande aujourd'hui, et c'est eux qui sont, entre guillemets, les plus disponibles pour éventuellement aller faire leur propre expérience et aller se confronter ou aller à la recherche d'institutions ou de corpus philosophiques ou religieux qui pourraient leur donner des réponses à leurs questions. Alors je voudrais qu'on parle un petit peu de la couche Yankee que vous évoquez, c'est-à-dire qu'on l'a vu notamment lors des élections américaines récentes. Il y a une passion qui semble secouer le pays pour une élection qui n'est pas la sienne. Voilà. Donc moi la question que je me pose, c'est est-ce que cette couche Yankee est en train de décliner ou de s'affirmer? Alors, la couche, ce qu'on appelle nous la couche Yankee, c'est le dépôt de cette couche culturelle américaine qui remonte à longtemps. Hein. On peut dater ça alors il y a le jazz dans les années 30 déjà, mais en gros les trois coups sont donnés à la libération avec l'arrivée des GIs et dans leur bagage un certain nombre d'ingrédients de l'American Way of Life. Puis ensuite les grands films hollywoodiens des années 50-60, les grandes épopées dans le style des westerns notamment. Mais tout ça, c'est encore une fois accéléré à partir des années 80, avec les fameux blockbusters en bon français dans nos salles de cinéma, les séries télévisées, même le fond sonore avec la musique anglo-saxonne, la gastronomie. McDo a la France comme deuxième marché mondial. Il y a 1600 restaurants McDonald's en France. On pourrait parler aussi d'un foyer de diffusion très important de cette culture US qui est Disneyland Paris, qui accueille alors certes des touristes étrangers, mais aussi beaucoup de touristes français. 75% des 18-35 ans en France sont déjà allés au moins une fois dans leur vie chez Disney, donc ils ont accompli le pèlerinage, si on fait le lien avec ce dont on parlait un instant. Et donc, de mon point de vue, cette couche américaine, elle n'est pas du tout en train de s'évaporer, de disparaître, elle est plutôt en train de s'épaissir et de s'infuser dans toutes les strates et dans tous les pores de la société française, sans même que nous en rendions compte forcément au quotidien. Donc vous avez évoqué à juste titre l'extraordinaire couverture médiatique accordée aux élections américaines. Alors, objectivement, on peut le comprendre en disant que c'est quand même la première puissance mondiale et que, vu les sujets géopolitiques qui sont devant nous, il est important de s'intéresser à l'issue de ce scrutin. Mais on voit bien, et vous l'avez dit, qu'il y a une passion et que ça va au-delà de ce simple intérêt géopolitique. Nous avons commémoré la Toussaint il y a quelques semaines. Donc on voit comment aujourd'hui la citrouille d'Halloween le dispute au bon vieux chrysanthème. Quelques semaines après la Toussaint, on a désormais une date incontournable dans le calendrier français, c'est le Black Friday, qui était importé en France par un opérateur comme Amazon. Et quelle que soit la direction dans laquelle vous tournez votre regard, vous pouvez n'être que saisi par l'ampleur de cette américanisation, encore une fois, parfois inconsciente. Ce qu'il y a de assez spectaculaire dans cette américanisation, c'est que le soft power, comme on dit en bon français américain, a été capable de proposer des déclinaisons de son modèle ou de son imaginaire à chacune des îles de l'archipel français. Chaque groupe social, chaque territoire, aujourd'hui, a son propre rêve américain. Si on travaille sur une approche géographique, et en partant du cœur des grandes métropoles, l'électorat aisé, diplômé,
un peu mondialisé du cœur des grandes métropoles françaises, a son propre rêve américain. C'est le Starbucks Coffee, c'est la Startup Nation, c'est le voyage initiatique en Californie ou à New York. Dès qu'on s'éloigne un peu des quartiers centraux, qu'on arrive dans les quartiers de banlieue, il y a un autre imaginaire américain qui est à pignon sur rue, qui est celui de la culture rap, qui est très présent dans ces quartiers. Si on s'éloigne encore un peu plus géographiquement, je caricature et je vais très vite, dans cette France des ronds-points, la France périphérique, on a un autre imaginaire américain qui avait été véhiculé, par exemple, dans certains clips des chansons de Johnny Hallyday, avec les grands espaces, la Route 66, Monument Valley. Donc c'est le Buffalo Grill, c'est le club de dance country. Donc il y a tout cet imaginaire un peu Far West qui attire une partie de cette population. Et la cerise sur le gâteau, c'est que l'île de l'archipel français, qui sur le papier historiquement est la plus anti-yankee, la gauche radicale tricolore, eh bien aujourd'hui a importé tout son logiciel idéologique et conceptuel des campus américains. C'est le Black Lives Matter, c'est la cancel culture, c'est le wokisme. Et donc aujourd'hui, toutes les îles de l'archipel français, toutes les composantes de la société française ont leur propre rêve américain. Pour moi, une des illustrations les plus frappantes de tout cela remonte à 2 ans. Vous avez parlé tout à l'heure des élections américaines. Il y a 2 ans, en 2022, il y a eu un coup de tonnerre aux États-Unis quand la Cour suprême américaine a abrogé le fameux arrêt Roe versus Wade qui autorisait ou assurait au plan fédéral l'accès à l'IVG. Et donc ensuite, c'était un débat très intense dans la société américaine. Le sujet de l'avortement a joué dans les équilibres électoraux aux USA. Mais dans les semaines qui ont suivi cette annonce outre-Atlantique, l'ensemble de la classe politique française, dans un grand mouvement d'unanimité, a voté la constitutionnalisation du droit à l'IVG ici en France, alors même que quand vous regardez les statistiques, on n'a jamais autant pratiqué d'IVG en France, que dans les sondages, près de 80% de Français sont acquis au libre accès à l'IVG et que, encore une fois, objectivement, aucun courant politique, philosophique ou religieux puissant aujourd'hui en France ne fait de la question de la remise en cause de l'IVG son cheval de bataille. Mais pour autant, il a été jugé très urgent par notre classe politique de constitutionnaliser cet accès à l'IVG, un peu comme si nous étions le 51e État américain et qu'à partir du moment où la Cour suprême US avait supprimé ce parapluie fédéral, il fallait vite proposer un bouclier à l'IVG dans notre propre constitution. Je vous propose d'aborder un autre sujet vraiment très différent, celui de la sécurité des émeutes. Parce que vous montrez des cartes, donc c'est intéressant. Vous avez cartographié les émeutes de 2003 et vous les avez comparées avec celles de 2023, pardonnez-moi, et vous les avez comparées avec celles de 2005. Qu'est-ce que vous en tirez comme analyse ? Alors, pourquoi on fait cette comparaison chronologique ? Puisque des phénomènes de violence urbaine, on en connaît, hélas, assez régulièrement, mais en termes d'intensité des violences et d'ampleur de diffusion sur le territoire, ce qu'on a connu en 2023 s'apparente et pouvait être comparé aux grandes émeutes de 2005. Quand on fait la comparaison, on s'aperçoit d'abord que quantitativement, on a une centaine de communes supplémentaires qui ont été touchées en 2023 par rapport à ce qui apparaissait historiquement comme le climax de ce qu'on pouvait connaître en termes de violence urbaine qui s'était produit en 2005. Et puis géographiquement, ce qu'on a constaté, c'est une diffusion, on pourrait dire une extension du domaine de l'émeute, avec des violences urbaines qui se sont propagées dans des petites villes ou des villes moyennes qui sont souvent en lointaine périphérie des principales agglomérations françaises. Donc c'est typiquement le cas en Île-de-France avec un phénomène qu'on pourrait appeler un phénomène de bout de ligne de Transilien. Vous voyez, une des villes emblématiques de cette extension du domaine de l'émeute, c'était Montargis, par exemple, qui est desservie par le train et qui est donc administrativement en région centre, dans le département du Loiret, mais qui quelque part est aujourd'hui dans la très très grande ou très lointaine orbite francilienne. Et donc ce phénomène d'émeute s'est diffusé jusque dans ces territoires, avec en sous-jacent
la diffusion préalable du trafic de drogue dans un certain nombre de quartiers de ces villes moyennes. Et aujourd'hui, la moindre préfecture ou sous-préfecture de France a son quartier sensible, souvent de grands ensembles, avec des problèmes sociaux, certes, mais aussi des problèmes de délinquance liés à l'incrustation du trafic de drogue, ce qui génère un climat de tension entre une partie minoritaire de la jeunesse de ces quartiers et les forces de l'ordre, et qui peut nourrir un terreau qui est très inflammable dès que des images comme celles qu'on avait vues, hélas, se diffusaient sur les réseaux sociaux au moment de la mort du jeune Naël Merzouk, vont circuler et vont mettre quelque part le feu à ces quartiers. Et comment on mesure justement l'importance du trafic? Moi, ce qui me surprend toujours, c'est qu'on a l'impression de le découvrir depuis peut-être 2 ans, grand maximum, que la France est gangrénée par le trafic. Mais on n'a pas réussi à le mesurer avant, ça? Alors, ça fait longtemps déjà qu'on parle du trafic de drogue. Moi, j'y consacre plusieurs pages dans le livre parce que je pense que c'est un phénomène qui est devenu majeur, qui déstabilise en profondeur la société française dans de nombreux territoires. Si les médias, certains médias et une partie des pouvoirs publics connaissent depuis longtemps cette réalité, sans doute que certains n'avaient pas pris la mesure de la transformation et de la montée en gamme, si je puis dire, de ce trafic, compte tenu des sommes qui sont brassées, qui sont colossales. Eh bien, le niveau de violence augmente, le moindre gang va être armé. On le disait tout à l'heure, les points de vente se sont multipliés. Et donc, on se réveille un peu tardivement. Et j'appelle un des chapitres de ce livre consacré à cette situation, le passage d'une référence cinématographique de la haine à Bac Nord, en fait. Et donc, la situation dans un certain nombre de quartiers, certains avaient un logiciel qui datait encore un peu de la haine. Donc on voit, c'est le courant des années 90. Et aujourd'hui, en termes de degré de confrontation avec les forces de l'ordre, mainmise sur des quartiers, on est passé à toute autre chose. Et donc, comme le nouveau ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, a évoqué publiquement son niveau d'inquiétude face à la corruption dont peuvent faire preuve aujourd'hui certains réseaux criminels, compte tenu de l'ampleur des sommes qui sont brassées, et cette corruption qui va affecter des fonctionnaires de police, des agents pénitentiaires, ou voire certains fonctionnaires du ministère de la Justice, où on a eu les premiers cas avérés des élus locaux qui, contraints ou plus ou moins de manière conciliante, ont passé des accords occultes avec ces forces criminelles. Il y a quelques mois, hélas, Marseille a été endeuillée par de nouveaux meurtres liés au trafic de drogue commis par de très jeunes adolescents qui étaient en service commandé. On a, à l'occasion de ces affaires, franchi un cap, non pas dans la barbarie, parce que, hélas, ces affaires sont maintenant assez classiques, mais dans ce qu'elle a généré, en ce sens qu'une puissante organisation criminelle marseillaise qui s'appelle la DZ Mafia, le DZ étant l'indicatif de l'Algérie, cette DZ Mafia a organisé une conférence de presse clandestine à la manière du FLNC de la grande époque, avec des hommes cagoulés, un drap blanc sur une table avec le logo de cette organisation. Et cette conférence de presse était destinée au procureur de la République de Marseille pour se dédouaner de toute responsabilité dans les 2 crimes qui avaient été commis. Et donc, de mémoire, on n'a jamais eu une organisation criminelle liée au trafic de drogue qui s'est adressée publiquement à la puissance publique et qui, quelque part, s'est installé au rang d'interlocuteur des pouvoirs publics. Donc là, on a passé un stade dans l'institutionnalisation, la criminalisation du pays. Et quand on regarde notre histoire sur le XXe siècle, si on prend uniquement la métropole,
hormis les périodes très troubles de l'occupation, jamais le monopole de la violence physique n'a été contesté à l'État central en France. Jamais dans l'Hexagone. Et aujourd'hui, dans toute une série de quartiers, on le sait, c'est les dealers qui demandent les papiers d'identité aux gens qui rentrent ou qui sortent du quartier, ceux qui exercent leur emprise physique sur ces quartiers. On le voit même dans la topographie des lieux, avec des tags qui indiquent le prix des produits stupéfiants qui sont en vente, les systèmes de guets qui sont installés, les chicanes en béton ou avec des véhicules incendiés qui parsèment le territoire, et puis la capacité à, peut-être pas encore au niveau de l'Italie, mais petit à petit aussi, réinjecter toute une partie de l'argent gagné dans le tissu économique local, avec des commerces bien connus, certains types de commerces bien connus qui blanchissent, et puis un peu à l'italienne, encore une fois, eh bien une corruption de certains agents publics ou de certains acteurs économiques qui vont finir, entre guillemets, par en croquer. Donc, vous avez raison, le trafic de drogue en France, c'est une vieille histoire, c'est une vieille affaire. Et ça fait très longtemps que les ministres de l'Intérieur successifs ont déclaré la guerre totale au trafic, sauf que cette guerre, on l'a perdue, et qu'aujourd'hui, on a donné naissance, de par la consommation massive, parce qu'on n'insiste jamais là-dessus, il y a quand même des millions de consommateurs. On a saisi 46 millions de tonnes de cocaïne l'année dernière, enfin en 2024, ce qui est colossal quand vous pensez que ça se consomme au gramme. Donc 46 tonnes, alors ça nous raconte tout ce qui passe à côté. Et donc face à l'ampleur et à la massification de ce trafic, enfin, du fait de cette massification du trafic et de la consommation, on a aujourd'hui des organisations qui se structurent et qui deviennent en capacité de contester la toute-puissance de l'État, ce qui est hallucinant, sans jeu de mots, dans une démocratie comme la nôtre. C'est terrifiant. J'en reviens aux émeutes. Est-ce qu'il y a une porosité entre les revendications des émeutiers, si tant est qu'il y ait des revendications très affirmées, et le mouvement des Gilets jaunes? On sent bien qu'il y a un retour d'une grogne sociale latente, on le voit avec les agriculteurs, mais on le sent aussi dans la société civile. Est-ce que, dit autrement, est-ce qu'il y a une possibilité d'une convergence des deux mouvements dans une optique de contestation sociale? Alors, tout d'abord, ces deux mouvements n'ont pas eu lieu simultanément, et aujourd'hui, ils sont plutôt éteints, même si les braises couvent encore dans certaines banlieues. On l'a dit tout à l'heure, elles pourraient se rallumer. On voit bien que les motifs d'insatisfaction ou de frustration qui avaient présidé à la crise des Gilets jaunes n'ont pas disparu non plus. Mais la réflexion que vous faites m'incite me conforte dans ma grille de lecture d'une société archipélisée, en ce sens que aux grandes dames de la gauche radicale et révolutionnaire française qui travaille nuit et jour à la fameuse convergence des luttes, eh bien cette convergence des luttes, elle ne s'observe pas dans les faits. On se souvient du mouvement des Gilets jaunes, qui avait connu plusieurs phases, mais sa phase chimiquement pure, de notre point de vue, c'était le tout début. Ensuite, les militants de la gauche radicale qui étaient assez peu présents et qui étaient assez déstabilisés face à cette contestation, qui ne reprenait pas leur grammaire, pour parler comme Emmanuel Macron. On fait grève un samedi, on a des drapeaux tricolores, il n'y a pas de drapeau rouge, on se réunit sur les ronds-points et non pas en plein centre-ville. On voit se mêler un salarié du public, un salarié du privé, un petit artisan. Mais donc il y avait une espèce d'abolition des classes par le bas. Donc cette gauche radicale... Des patrons aussi. Et des petits patrons, voilà. Cette gauche radicale était un peu démunie au début, puis ensuite elle a repris le chemin du terrain, et elle a essayé d'encadrer ce mouvement, d'où des revendications sur, par exemple, le fameux RIC, référendum d'initiative citoyenne, et puis aussi la volonté d'essayer de faire converger les luttes et de faire en sorte que les habitants des banlieues se solidarisent avec le mouvement des Gilets jaunes. Or, ce mouvement
ce phénomène ne s'est jamais produit, en dépit, encore une fois, des efforts des militants, puisque beaucoup d'habitants des banlieues considéraient, à tort ou à raison, quand ils regardaient sur les réseaux sociaux ou à la télévision la mobilisation des Gilets jaunes, que les gens qui étaient sur les ronds-points ne leur ressemblaient pas, ne portaient pas leurs revendications, et même si on pouvait dire que dans les deux cas, c'était des questions de fin de mois difficiles, de pouvoir d'achat, de dominés qui exigeaient leur dû, eh bien, l'identification ne s'est pas produite et il n'y a pas eu de convergence des luttes. Et inversement, on l'a dit tout à l'heure, si le mouvement des émeutes de l'été 2023 s'est diffusé sur le territoire, il s'est toujours agi d'émeutes urbaines qui ont concerné, soit en termes de théâtre d'opération, les quartiers sensibles, soit quand les violences ont débordé aussi dans les centres-villes, elles émanaient souvent d'individus qui venaient de ces quartiers. Mais on voit bien que dans la France périurbaine, par exemple, la réaction qui a été générée par ces émeutes, ça a plutôt été l'effroi que la compassion ou la volonté de venir soutenir ce mouvement dans une généralisation de la contestation sociale. Ça veut dire aussi que vous ne pensez pas que la ligne Ruffin, qui est d'unifier la France des tours et la France des bourgs, soit une ligne imaginable en réalité. Alors, François Ruffin a le mérite de poser ce diagnostic et du point de vue de sa formation de sa famille politique, de ne pas abandonner la France des bourgs. J'allais dire, il est payé pour le savoir, puisqu'il est élu d'une circonscription qui, justement, est composite, puisque sa circonscription comprend à la fois les quartiers d'Amiens-Nord, qui sont des quartiers de grands ensembles, mais également toute la vallée de la Somme, donc qui sont des espaces ruraux, périurbains, qui ont été frappés par la désindustrialisation. Alors, cette alliance ou cette réconciliation de la France des tours ou la France des bourgs, elle est peut-être pas hors de portée, notamment pour la gauche. Encore faut-il adapter le logiciel et y travailler. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces anciens camarades de la France insoumise, eux, font le diagnostic que toute réconciliation est impossible et que la France des bourgs est perdue à tout jamais pour la cause et qu'il faut se concentrer essentiellement sur la France des tours. Encore une fois, dans une démarche citoyenne citoyenne, François Ruffin considère et espère que tout cela n'est pas gravé dans le marbre et figé à tout jamais. Et à l'échelle de sa circonscription et avec les campagnes que lui mène, il démontre que c'est possible. Toute la question, c'est de savoir est-ce que le modèle Ruffin est extrapolable ou exportable en dehors des frontières de sa seule circonscription. Et est-ce qu'on a aujourd'hui une partie du personnel politique qui est conscient de ces fractures et qui, notamment à gauche, a décidé de se réadresser à la France des bourgs. Il y a encore une majorité absolue de Français qui se refusent à la perspective d'une accession au pouvoir de Marine Le Pen. Les grandes métropoles françaises demeurent des territoires totalement hermétiques au Rassemblement national. Il y a une panne du récit national. Emmanuel Macron, en 2017, a été le premier à rassembler la France du oui. Tous ces gens, bien que venant de familles historiquement antagonistes, sur ces grands sujets, pensaient la même chose. À votre avis, aujourd'hui, qui vous parle de la France ? La réponse qui fusait, pour de mémoire 30 à 40% des Françaises qui sortaient en tête, c'était personne.